Bonjour, je m'appelle Armelle Decaune, je suis chercheur au CNRS spécialisé en géomorphologie et plus précisément sur les versants en milieu de haute latitude, donc les milieux froids. Je vais vous présenter ce à quoi l'OHMI correspond. C'est un observatoire homme-milieu international qui implique à la fois des collègues français et canadiens. Et donc il a deux directions, donc moi je dirige le côté français et Najat Biri le côté canadien. C'est un groupement de recherche qui rassemble plusieurs chercheurs sur différentes thématiques. Il y a une première thématique qui correspond à de la géographie culturelle, qui travaille sur la perception du territoire par les habitants du Nunavik, avec le projet Nuna. Un autre groupe qui travaille sur l'énergie, en particulier les serres horticoles, c'est le projet Sikinik. On a également une équipe qui travaille sur l'alimentation et le lien au territoire, Nikilirinik. Et puis un projet également sur les dynamiques de pente, en particulier les avalanches, c'est le projet MOVE. Nous avons également un projet PAPA qui correspond à l'étude des mammifères et des oiseaux sur le territoire ici du Nunavik. Et puis un dernier projet qui correspond à la médiation scientifique que l'on peut extraire de l'ensemble de ces projets scientifiques de façon à avoir une meilleure présentation auprès du grand public. Je m'appelle Najat Biri, je suis professeure titulaire au département de géographie à l'Université Laval et je suis chercheur au Centre d'études nordiques depuis plusieurs années. Alors mes travaux portent principalement sur les changements environnementaux depuis la déglaciation jusqu'à présent. Les travaux dans le cadre de l'Observatoire au milieu, donc, ils ont une importance vraiment majeure donc, sur les communautés nordiques. C'est par exemple pour construire leur maison, donc il faut quand même des endroits qui sont de bonne qualité. Mon expertise est en lien avec la sédimentologie, la stratigraphie, alors qu'une autre collègue c'est plus vraiment sur les niveaux de l'eau, puis l'autre donc travaille sur plus les arbres qui peuvent être enfouis par les sables. Moi, plus particulièrement, je travaille sur les dynamiques de pente. Le Nunavik est, comme la plupart des régions polaires, touché par le réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique a des implications sur l'état de la neige, la couverture neigeuse. Les implications de ce réchauffement climatique, c'est donc une neige qui est beaucoup moins cohésive, une neige qui subit des réchauffements de température brutaux durant l'hiver, favoriseront le départ de neige sur les pentes, donc déclencheront des avalanches. Et la problématique des avalanches au Nunavik, elle est primordiale, en tout cas elle le devient, parce que les 14 villages du Nunavik, en tout cas une grosse partie d'entre eux, au moins 7, sont situés à la toute proximité de pentes. On peut citer par exemple l'événement de 99 qui a causé la mort de 9 personnes, dont 5 enfants, dans le gymnase de Kangikswalujjuaq, où la communauté était réunie pour fêter la nouvelle année. On a installé des appareils photographiques à déclenchement automatique de façon à prendre des photographies tous les jours, entre 9h et 17h, et on a documenté effectivement depuis 2017 plus de 150 avalanches dans le secteur d'Umuyak. L'étude des versants, donc là on est en zone rétro-littorale, hein, on est à 7 km du littoral, sur la route, on voit ici la route qui circule. Donc on a un versant qui fait à peu près 300 mètres de dénivelé, avec des accumulations en bas de pente. Ces accumulations-là, on les a étudiées avec de la morphométrie, donc la façon dont les débris s'organisent sur le talus. Et on a repéré que les blocs les plus frais se trouvaient plutôt en zone distale, donc à distance de la paroi. Et cette position-là éliminait de fait beaucoup d'événements comme les chutes de blocs en particulier, et était un révélateur d'avalanches. Ici on a la zone amont. Donc on a ici la crête de la paroi qu'on a vue juste précédemment, le lac Tasuyak ici qui est enneigé. Et en faisant défiler nos images,
on va s'apercevoir très vite qu'on a ici un décrochement. Ce décrochement correspond à un départ de plaque. Et ce départ de plaque, on le revoit dans la zone distale. Voilà, ici la zone à l'aval. Et en faisant défiler les images, on va s'apercevoir ici qu'on a une avalanche qui est survenue et qui correspond à l'effondrement de la corniche plus à l'amont. Ce dépôt avalancheux-là, il nous intéresse tout particulièrement parce qu'il se situe tout à proximité de la route. Et c'est d'autant plus préoccupant que lorsque l'hiver survient, les populations se déplacent en motoneige et ne suivent plus l'itinéraire de la route. Ils vont au plus court et ce plus court peut les amener à traverser des zones qui sont beaucoup plus proches de la pente et qui sont potentiellement atteignables par les avalanches. Et donc ce travail-là, il permet donc de récolter de la donnée qui est robuste, de la donnée qui est solide, qui est fiable. On est capable de savoir exactement à quel moment l'avalanche est tombée, on est capable de déterminer les conditions qui sont favorables au déclenchement avalancheux et de ce fait de fournir de l'information pertinente à la communauté qui, elle, par sa gestion en local, sera capable de définir la nécessité d'intervention ou pas pour mettre en sécurité la population lorsque les conditions propices aux avalanches sont réunies. Je m'appelle Laurent Godet, je suis chercheur au CNRS et je travaille ici au Nunavik dans ma thématique de recherche qui est la biologie de la conservation, donc, qui porte sur l'évaluation de la crise de la biodiversité et des enjeux de conservation de la nature. Et l'objectif des recherches que je mène ici, c'est de comprendre l'impact du changement climatique sur les changements de distribution, les changements de phénologie, donc de rythme d'activité des mammifères et des oiseaux, à l'échelle du Nunavik et au-delà, jusque dans le haut Arctique. Donc pour ça, en fait, on a disposé un réseau de pièges photos et de pièges vidéo pour enregistrer les présences et absences éventuelles de mammifères et d'oiseaux. L'objectif, c'est de documenter les changements de communautés de mammifères et d'oiseaux, connaître les espèces qui arrivent nouvellement au Nunavik et les espèces qui éventuellement disparaissent du Nunavik. Oh tu me disais un mâle? Oui, Car les cornes se rejoignent. tout à fait. Il forme un bouclier sur le front. Un gros mâle de bœuf musqué. Il est vraiment magnifique. Ah, joli. 15 août ours noir. Très Magnifique, beau. ouais. Très très beau. Ah, loup. Oh, joli. Loup en plein jour, ça c'est cool. On essaie de comprendre quelles sont les influences des changements climatiques sur les changements de date d'arrivée des oiseaux sur les sites de nidification. On s'attend, et ça a été déjà démontré dans la bibliographie, dans la littérature, que les oiseaux arrivent de plus en plus tôt sur les sites de nidification. Une des pressions qui nous intéresse particulièrement, c'est les pressions des pollutions lumineuses dans les petits villages sur lesquels on travaille. Et on va essayer de comprendre un petit peu quelles sont l'influence des changements, des variations d'intensité de pollution lumineuse sur les changements de rythme d'activité des oiseaux à travers leur activité vocale. Donc pour ça, on enregistre les oiseaux avec des enregistreurs sonores sur des périodes de 24, 48, 72 heures, etc. Sur des périodes de temps assez courtes cette fois. Et on va essayer de comprendre si les oiseaux chantent plus tôt, plus tard, plus longtemps, plus intensément, moins intensément. Vous avez ici les mailles de présence de l'espèce à l'échelle du Québec, d'après l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. On se rend compte qu'on la contacte bien au-delà de l'aire de distribution connue. Pareil pour une espèce comme la grive à dos olive, pareil pour le quisqual bronzé. On voit les dates d'arrivée en décalé de chacune de nos espèces qui arrivent sur le site de nidification les unes après les autres. Roland Julia, je suis maître de conférence à l'université Rennes 2 et membre du laboratoire, de l'UMR LETG. Donc moi je suis géomorphologue fluvial et je travaille avec Armel sur les questions de connectivité entre les versants et le cours d'eau. Et dans le cadre du réchauffement climatique, comme nous avons une explosion de la végétation mais à la fois une fonte du permafrost, la question est de savoir si ce réchauffement climatique va contribuer à une augmentation de la connectivité sédimentaire entre les versants et le cours d'eau,
ou non. Et tout ça, forcément, il y a des enjeux sociétaux forts derrière, dans la mesure où ce qui va se passer dans le cours d'eau, les apports sédimentaires vont jouer sur la qualité des habitats, pour la ressource halieutique, pour les populations. Donc voir si les pratiques de pêche et si l'évolution des populations piscicoles vont être amenées à évoluer dans le temps, liées à ces modifications des transferts sédimentaires. Et donc l'idée, c'est de savoir, est-ce que la charge de fond, elle peut être potentiellement mobile? Est-ce qu'il y a suffisamment d'énergie? Parce que ce qui confère au cours d'eau son énergie, c'est bien le débit. Là, on commence à avoir des petites fluctuations de niveau qui ne sont pas négligeables. Donc de 13 à 14 heures, on voit déjà qu'en 1 heure, le débit grimpe. Et le jour d'après, là, on commence à avoir une petite montée des eaux. Et on commence à voir donc, la glace arriver à la surface de l'eau et qui commence à venir modifier. Et donc on est novembre, 1er novembre, ça y est. On commence à avoir un englacement du cours d'eau qui va faire, que s'intensifier. On voit la progression de la neige. Toujours avec notre tige en repère, et progressivement, c'est magnifique, on voit le cours d'eau qui disparaît. Alors il y a encore quelques taches là qui nous montrent qu'il y a un écoulement actif. Ça y est, ça se réchauffe, ça se met en place, l'hydrologie revient, elle redevient active en surface. Et ça y est, on a la montée des eaux. Alors là, on a un gros à-coup d'eau, on voit en l'espace de 24 heures. Hop, super beau. Donc là, ça doit travailler. Si ça travaille à un moment donné, c'est là que ça travaille. On voit les plaques de glace à la surface, l'écoulement qui revient nettement. Et alors, on voit l'évacuation de toute la neige fondue en amont du bassin versant. Et ça y est, ça redescend.